Je vais présenter Hervé Svirn brièvement, qui va nous proposer un exposé qui s'intitule « La physique quantique explique-t-elle le hasard ?» J'espère que oui. Donc, Hervé Svirn a été professeur associé à l'UFR de physique de l'Université de Paris 7 et directeur de recherche au CNRS. Il est actuellement chercheur associé au Centre de mathématiques appliquées de l'École normale supérieure de Paris, Saclay, et à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et techniques de l'Université de Paris 1. Ses travaux portent à la fois sur la logique, sur la mécanique quantique, l'économie aussi, et un petit peu, si. Et bon, et l'épistémologie. Il a écrit Les limites de la connaissance scientifique, c'était un livre sur le réalisme. Merci Jean-Paul. Bonjour à tous. Donc le titre qui est indiqué ici n'est pas tout à fait le titre que j'ai donné à mon exposé, qui est en fait « La physique quantique démontre-t-elle l'indéterminisme ?» Je vais m'intéresser à la question de savoir si la physique quantique peut avoir des arguments pour nous inciter à penser que l'indéterminisme, ou comme on dit souvent un indéterminisme essentiel, est à l'œuvre dans l'univers. Et c'est donc plutôt à cela que je vais m'intéresser qu'à l'explication proprement dite du hasard. Alors pourquoi cette question ? Eh bien parce qu'il y a une conception qui est très répandue dans le grand public bien sûr, mais également dans beaucoup de cercles scientifiques. Et cette conception veut que la physique classique est celle qui décrit le monde macroscopique qui nous entoure, et qui est en fait la physique, on va dire en gros, qui a été faite jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mécanique, la thermodynamique, l'optique, et tout ce qui concerne aussi, on lui rajoute la relativité. Eh bien, cette physique-là est une physique qui répond ou qui décrit un monde déterministe, mais qu'avec l'arrivée de la physique quantique, qui est arrivée plus tard, puisqu'elle est arrivée en 1925 à peu près, eh bien, on a eu une description du monde qui, elle, laisse une large part à l'indéterminisme et à un indéterminisme qui est qualifié d'essentiel. C'est-à-dire qu'on va y revenir tout de suite après, mais qui n'est plus dû à une certaine incapacité de notre part à connaître bien les détails des choses ou à être capable de faire les calculs nécessaires pour prédire le futur d'un système, mais qui est un indéterminisme qui est dû à la manière même dont le monde se comporte. Donc cette conception est assez répandue et en gros, beaucoup de gens pensent qu'en physique classique, le monde est décrit de manière déterministe et qu'en physique quantique, eh bien, on a définitivement prouvé qu'en réalité, au moins au niveau microscopique, le monde n'est pas déterministe. Et c'est à cette conception que je voudrais m'attaquer, d'ailleurs pour la détailler un peu plus, parce qu'elle là, elle est décrite de manière très globale, mais ensuite pour la questionner, parce que vous allez voir que les choses ne sont pas aussi simples. Alors d'abord, avant de rentrer un peu plus dans le détail des descriptions faites par les différentes théories physiques, on va essayer de caractériser le déterminisme. Et là, je ne vais pas être très original parce que je vais reprendre une phrase qui est citée des milliers de fois et que vous avez sans doute entendue ou que vous entendrez encore durant ce colloque parce que c'est la définition hyper classique du déterminisme qui a été donnée par Laplace. Je vais simplement la lire. C'est « Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger des atomes. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. » Ça, c'est la définition la plus standard qu'on donne au déterminisme. Elle date de 1814, donc vous voyez, ça fait plus de 200 ans. Et l'idée principale qu'elle sous-tend, c'est l'idée selon laquelle l'état de l'univers à un moment donné, ou l'état d'un système, si on se limite en centre d'intérêt à un système particulier, eh bien son état à un moment donné permet de connaître tout le comportement qu'il va avoir dans le futur. Et bien évidemment, les règles de la physique sont destinées à permettre de prédire l'état futur à partir du moment où on connaît l'état initial.
Et si l'univers est réellement régi par des lois déterministes, qui sont censées être celles que nous capturons dans nos théories, eh bien, comme le dit Laplace, il suffira à un moment donné de connaître l'état d'un système ou l'état de l'ensemble de l'univers pour appliquer ces équations et être capable de prédire tout son futur. On peut dire que c'est vrai aussi pour le passé, puisque les choses suivent une ligne unique, et que si on est capable de prédire son futur, eh bien, on va être capable, par, comme on dit, rétrodiction, aussi de connaître ce qu'il y a eu dans le passé. Voilà donc la définition la plus standard et la plus classique du déterminisme, et intuitivement, elle correspond bien à ce qu'on pense. On dit que quelque chose est déterministe si on sait que, connaissant son état à un moment donné, eh bien, on connaît les règles qui vont nous permettre de savoir ce qu'il va advenir de ce système dans le futur. Il y a donc dans cette conception très répandue une opposition entre le monde classique, comme je le disais tout à l'heure, qui est censé être décrit par des lois déterministes, et le monde quantique qui le décrit d'une manière différente, comme on va le voir un peu plus en détail. Donc, pourquoi y a-t-il cette opposition dans cette acception répandue? Eh bien, quand on regarde les choses de manière un peu superficielle, on comprend assez vite pour quelles raisons cette idée est passée dans le grand public et pourquoi elle est encore d'ailleurs partagée par beaucoup de scientifiques. Le monde macroscopique, il est décrit en physique classique, donc ce sont les théories dont j'ai parlé tout à l'heure, il est décrit en physique classique par ce qu'on appelle des équations différentielles qui ont une propriété, ce sont des types d'équations particuliers, mais qui ont une particularité, c'est qu'il n'existe qu'une seule solution qui passe par un point donné. Alors, on ne va évidemment pas faire de mathématiques ici, mais l'idée est la suivante, c'est qu'on décrit l'état d'un système à un moment donné par un point dans ce qu'on appelle son espace des phases, qui par exemple peut être pour un système, pour une particule ou pour une boule de billard, sa position et son impulsion. L'impulsion, c'est la masse que multiplie la vitesse. Et les équations de la physique classique, qui sont des équations différentielles, permettent à partir de ce point dans l'espace des phases de trouver l'unique trajectoire qui passe par ce point, et il n'y en a qu'une. Et à partir du moment où il n'y en a qu'une, eh bien ça nous dit très simplement, à partir de cet état-là, qui est décrit par la coordonnée de position et l'impulsion, eh bien il n'y a qu'une seule possibilité d'évolution pour ce système, et on va être capable de le calculer. Bien évidemment, les calculs peuvent être très compliqués, les équations différentielles ne sont pas forcément faciles à résoudre, voire même il y a des cas où on ne sait pas les résoudre, mais d'une manière théorique, il n'y a qu'une seule solution qui passe par ce point de départ, et par conséquent, on est assuré que, connaissant ce point de départ, eh bien, le système ne va pas hésiter, il n'a pas de choix possible, il est obligé d'aller dans une seule direction. Ça, c'est la description du monde qui est donnée par la physique classique. Maintenant, la mécanique quantique, qui, comme je le disais tout à l'heure, est arrivée bien plus tard, c'est le début de la mécanique quantique, c'est aux alentours de 1925, a totalement changé cela, parce qu'elle contient dans son formalisme mathématique un élément qui est essentiellement probabiliste. Je vais y revenir, mais je peux tout de suite vous indiquer de quoi il s'agit, je ne vais pas faire traîner le mystère plus longtemps. Lorsque on observe un système microscopique, eh bien, la physique quantique nous dit que dans certains cas, qui est d'ailleurs le cas général, mais dans certains cas, ce système, lorsqu'on va l'observer, peut donner un résultat d'observation qui est aléatoire. Et il est aléatoire, non pas au sens où nous ne savons pas calculer, non pas au sens où il y a une incertitude sur son état initial, mais il est aléatoire au sens intrinsèque, c'est-à-dire que l'univers lui-même ou la nature elle-même ne sait pas quel va être le résultat de l'observation. La nature elle-même va jouer au dé, entre guillemets. On y reviendra à propos de la fameuse citation très connue aussi d'Albert Einstein à ce sujet. Donc on voit donc déjà une énorme différence entre physique classique et physique quantique. Physique classique, formalisme mathématique qui décrit des systèmes qui n'ont pas de choix et qui sont obligés de suivre une trajectoire unique. Et physique quantique, où dans le formalisme même, il y a un élément qui est intrinsèquement probabiliste. Ça, c'est la description assez grossière de la situation. Maintenant, on va un peu plus rentrer dans le détail et voir que les choses ne sont pas aussi tranchées que cela, ni pour la physique classique, ni pour la physique quantique. On va tout d'abord commencer par la physique classique et le monde macroscopique. Donc, est-ce que le monde macroscopique est déterministe? Alors, je le disais tout à l'heure, le monde macroscopique est décrit par des équations
qui sont des équations différentielles n'ayant qu'une seule solution par un point donné. Et donc ça semble dire, bah oui, il n'y a pas de problème, la description de Laplace fonctionne, et donc il suffit d'appliquer la résolution de ces équations différentielles pour connaître le futur et voir le passé d'un système à partir du moment où on connaît son état initial. Alors, c'est vrai, mais c'est vrai en théorie. En pratique, il y a un certain nombre de choses qui se passent. La première chose, c'est que si on voulait faire ce que propose Laplace, eh bien, on se rend compte que si on veut décrire l'état de l'univers à venir, le volume de données nécessaires serait tellement grand qu'on aurait une incapacité totale à le stocker quelque part. Le volume de données initiales, par exemple, si on prend simplement l'ensemble des particules de l'univers et qu'on veuille stocker quelque part leur position initiale et leur impulsion, ça prend un volume qui est évidemment totalement, mais avec des ordres de grandeur, au-delà de notre portée. Donc on n'a pas la possibilité de stocker l'information nécessaire. En imaginant même qu'on invente un procédé génial qui permet de compresser l'information pour arriver à tout stocker, eh bien, la puissance de calcul nécessaire pour résoudre le nombre d'équations qui s'appliquent à toutes ces particules serait telle que la puissance de calcul est, je dis, hors de portée n'est même pas le mot, c'est impensable. Donc déjà, on a une impossibilité de prédiction comme le souhaite Laplace, évidemment pour l'univers, mais même pour des systèmes qui ne sont pas trop petits et qui ont une certaine complexité, qui fait que même si en théorie, le comportement de ce système semble déterministe, en pratique, il est totalement hors de portée pour nous de prédire le comportement de ces systèmes. Mais on va me répondre, très bien, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est tout simplement que, en principe, c'est déterministe, mais qu'en pratique, à cause de nos limites humaines, on n'y arrive pas. Mais si on veut raisonner sur un plan un peu plus philosophique, eh bien, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de le faire que pour autant ça enlève l'idée que l'univers lui-même est déterministe. Et là, il y a une troisième chose qui intervient, et qui va intervenir même pour des tout petits systèmes cette fois-ci, où le problème du volume de données initiales ou de la complexité des calculs dû au nombre d'équations n'existe pas, c'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales, qui a été démontrée par Poincaré initialement, qui a été très connue à une époque, et c'était très à la mode, et on en parlait beaucoup dans les articles de vulgarisation sous le nom de chaos déterministe ou d'effet papillon. Et en fait, cette chose-là pose une limite très nette aux capacités de prédiction que nous avons, même dans le cas de petits systèmes. Et cette propriété-là est la suivante. C'est que si vous prenez deux points de départ, aussi proches soient-ils que vous voulez, eh bien, au bout d'un certain temps, les trajectoires suivies par ces deux points vont être totalement divergentes. Alors, selon les systèmes, et selon la dynamique du système concerné, le temps mis pour que ces trajectoires divergent va être plus ou moins long. Mais sur le plan du principe, aussi proches que soient les deux points initiaux qui caractérisent l'état du système, il y aura toujours un moment où les calculs que vous ferez vous amèneront à des comportements qui ne sont absolument pas les mêmes. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, parce que ça dépend évidemment du type de système, eh bien la chose qui peut paraître étrange, c'est que le mouvement des planètes dans le système solaire est un mouvement chaotique, et que bien que les planètes aient été prises comme le symbole même de la régularité, en fait, sur des échelles de quelques centaines de millions d'années, alors ça dépend, c'est pas exactement la même chose selon que c'est la Terre, Jupiter ou Mars, mais l'ordre de grandeur, c'est quelques centaines de millions d'années, eh bien, la trajectoire de ces planètes est chaotique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même avec tous les moyens que nous avons d'ordinateurs et puis les théories que nous avons faites et qui sont extrêmement précises, nous ne pouvons pas prédire la trajectoire des planètes du système solaire au-delà de quelques centaines de millions d'années. Et quand je dis nous ne pouvons pas prédire, c'est-à-dire qu'il est parfaitement possible que la prédiction avec la plus grande précision que nous pouvons faire aujourd'hui, compte tenu des données que nous avons, amène à penser que dans 500 millions d'années, la planète sera à un endroit de son orbite, et la même prédiction peut arriver à une position diamétralement opposée. Voire même, dans certains cas, des choses chaotiques où la planète peut sortir de son orbite, ce qui n'est pas exclu parce que le système solaire est un système chaotique, et sur des échelles, cette fois-ci, de plusieurs centaines de millions d'années, voire du milliard d'années, on ne sait même pas si certaines planètes ne vont pas être éjectées. On ne peut pas le prédire.
À l'autre échelle, j'ai dans mon bureau un petit mobile que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment un système extrêmement simple, c'est juste un petit mobile qui fait cela avec un aimant dans un champ magnétique oscillant. Et le mouvement de ce petit mobile est sujet donc à l'oscillation du champ magnétique, et puis il peut faire des tours comme ça dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, sur un système qu'on peut poser sur son bureau et qui répond à 3 degrés de liberté seulement, ce qui est le minimum pour que ce phénomène se manifeste, eh bien, je suis toujours fasciné, je passe souvent du temps à le regarder, parce que je suis incapable de savoir si la minute d'après, il va tourner dans un sens ou dans l'autre, ou s'il va faire 2 tours, ou s'il va faire qu'un seul tour, ou monter et redescendre. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est bien sûr imprédictible, et je ne peux pas savoir ce qui va se passer, mais que si je me disais, je vais convoquer tous les prix Nobel de physique de la Terre, et je vais leur donner tous les moyens des supercalculateurs que nous avons dans le monde, et je vais leur dire, calculez-moi ce que fera ce truc-là dans 5 minutes, eh bien, ça ne serait pas possible. Alors là, on a une limite de prédictivité qui est de nature un peu plus essentielle, parce qu'elle n'est pas liée au fait qu'on manipule trop de données, elle n'est pas liée au fait que les équations sont trop complexes, elle est liée au fait que la donnée qui permettrait de prédire précisément le comportement du système doit être donnée avec une précision infinie, ce qui bien évidemment n'existe pas. Et ce qui pose des problèmes dans lesquels je ne peux pas rentrer maintenant, mais qui sont aussi fascinants, qui est de savoir si cela a un sens de parler d'une position connue avec une précision infinie. Et ça ouvre tout le débat, qui n'est pas tranché du tout, sur le fait de savoir si l'espace-temps est discret ou s'il est continu. Parce que bien évidemment, pour avoir une précision infinie, il faudrait que les choses soient continues et beaucoup de physiciens remettent cela en cause. Mais ça serait un autre exposé à faire, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais donc vous voyez que déjà dans le monde macroscopique, indépendamment de l'impossibilité en pratique de prédire le futur de systèmes, et ça arrive assez vite cette impossibilité, eh bien pour des systèmes très simples qui sont sujets au phénomène de sensibilité aux conditions initiales, eh bien on a un horizon temporel de prédiction et qui peut souvent être très rapproché, comme celui du mobile que j'ai dans mon bureau et dont je vous parlais. Donc le monde macroscopique apparemment est déterministe, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est capable de prédire réellement le futur des systèmes. Alors j'en viens maintenant au monde microscopique. La mécanique quantique a été inventée pour décrire les objets microscopiques, c'est-à-dire essentiellement les particules, les atomes et les particules subatomiques, comme les électrons, les protons, les neutrons. Et c'est une théorie qui marche remarquablement bien, elle n'a jamais été prise en défaut, et elle permet d'expliquer un nombre de phénomènes faramineux. D'abord, elle explique la stabilité de l'atome, parce que l'atome, dans la physique classique, on ne comprenait pas comment un atome avec des électrons qui tournent autour d'un noyau positif pouvait être stable. Normalement, il aurait dû disparaître très 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 rapidement. La physique quantique a permis de comprendre cela, pourquoi l'atome est stable, ce qui est quand même un point important, c'est toute la stabilité de la matière qui est en jeu. Mais ça permet d'expliquer, je ne vais pas faire la liste, elle est longue, les spectres d'émission et d'absorption des atomes. Vous savez, quand un corps émet de la lumière ou absorbe de la lumière avec des atomes qui sont excités ou qui se désexcitent. Le comportement des semi-conducteurs, les ordinateurs qu'on a marchent, les téléphones marchent grâce à ces semi-conducteurs, et ça c'est la mécanique quantique qui permet de comprendre comment ça fonctionne, et aussi des phénomènes connus comme la supraconductivité ou la superfluidité, qui sont des phénomènes où des corps macroscopiques cette fois-ci perdent toute résistance ou toute viscosité, et qui sont des phénomènes extrêmement étonnants, qu'on ne constate pas dans la vie de tous les jours parce qu'il faut des conditions de température notamment extrêmement basses la plupart du temps, mais qu'on ne pourrait pas expliquer sans la mécanique quantique. Donc elle n'a jamais été mise en défaut. Et il se trouve que cette mécanique quantique est basée sur un formalisme mathématique qui est linéaire. Alors je ne vais pas là aussi, ce n'est pas le but aujourd'hui, de rentrer dans le détail du formalisme mathématique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce formalisme mathématique décrit l'état d'un système avec ce qu'on appelle une fonction d'onde dans un espace qu'on appelle un espace de Hilbert, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Et cet état-là peut être dans des états superposés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, contrairement à ce qui se passe en physique classique, si par exemple j'ai la souris qui est ici, c'est un état de la souris en termes de position, et si je déplace la souris et que je la mets là, c'est un autre état de position. C'est donc 2 états possibles pour la souris. Mais cette souris, elle est soit ici, soit là.
La mécanique quantique a une particularité très étonnante, c'est qu'à partir du moment où un système peut être dans deux états, comme ces deux états que je viens de vous montrer, eh bien, elle autorise le fait que le système soit dans un état superposé, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle une combinaison linéaire de ces deux états précédents, qui devient un état parfaitement légitime pour la mécanique quantique. Ces superpositions peuvent être des superpositions de position, d'impulsion, de spin, qui est un moment de rotation, ou d'énergie. Et ces états superposés sont la base même du formalisme quantique, c'est ça qui permet à la mécanique de fonctionner, mais en même temps, ils posent un très grand nombre de problèmes, à la fois d'interprétation, mais aussi de conséquences extrêmement étranges, et c'est là que réside le nœud du problème. Alors, je vais prendre comme exemple, l'exemple le plus simple, c'est un système qui peut être dans une position x1, mettons que x1 c'est là, et puis il peut être aussi dans une position x2, c'est ici, eh bien, la mécanique quantique autorise qu'elle soit, que ma souris soit dans l'état que j'ai écrit ici. Le 1 sur racine de 2, oubliez-le, il est là pour des raisons de normalisation de probabilité, mais on ne va pas en parler. Et la souris peut être dans un état qu'on appelle 1 sur racine de 2, x1 plus x2. Et ce que nous dit maintenant la mécanique quantique, c'est qu'un système qui est dans cet état, eh bien, il va se passer deux possibilités. Première possibilité, c'est qu'on ne fait pas de mesure. C'est-à-dire qu'en fait, la souris, je ne la regarde pas. Et je ne mesure rien sur elle, je tourne le dos. Eh bien, l'évolution de l'état de ma souris est décrite par l'équation de Schrödinger, que je vous ai indiquée là, mais ça n'a pas grande importance, qui est une équation linéaire. C'est une équation différentielle linéaire, et qui va, parce qu'elle est linéaire, conserver la superposition. Alors évidemment, l'état va évoluer selon ce qui se passe autour, et les coefficients de la superposition vont peut-être être modifiés, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en partant de l'état x1 plus x2, si je ne fais pas d'observation sur cette souris, l'équation de Schrödinger va me dire que l'état va rester quelque chose x1 plus quelque chose de x2. Ça restera un état superposé. Or, un état superposé, bien évidemment, on se demande ce que c'est. Parce qu'on sait très bien ce que c'est qu'une souris ici, on sait bien ce que c'est qu'une souris là, mais une souris qui est x1 plus x2, qu'est-ce que ça peut bien être? Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le principe de réduction du paquet d'ondes, ou postulat de la mesure, qui nous dit que si nous observons, on fait une mesure de position de cette souris, eh bien, on ne peut trouver que la souris en x1 ou la souris en x2. Donc, quand on va l'observer, cette souris qui est dans un état superposé, va ou bien être observée en x1 ou bien être observée en x2. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas très malin tout ça, on a écrit x1 plus x2, ça ne veut rien dire du tout, c'est tout simplement qu'on a dit que ça peut être ou dans l'un ou dans l'autre, et puis point final. Bon. Et donc on pourrait penser que cette description linéaire x1 plus x2, c'est juste une espèce de tour de passe-passe des mathématiciens qui en fait ont écrit sous cette forme-là une chose tout à fait banale, c'est le fait que bah, en réalité la souris elle est ou là, et on a écrit, comme on ne le savait pas, on a écrit les deux en même temps. On aurait pu écrire x1, x2, ça aurait été pareil. Eh bien non. En réalité, mais là je n'ai pas le temps de rentrer trop dans le détail, en réalité il y a une différence fondamentale entre une souris qui est en x1 ou en x2 et une souris qui est dans un état superposé parce qu'on peut faire un certain nombre d'expériences, alors évidemment pas sur des souris, en général c'est plutôt sur des atomes ou sur des particules élémentaires, mais on peut faire des expériences qu'on appelle des expériences d'interférence qui montrent qu'une particule qui est dans un état superposé, par exemple de position, va donner lieu à des interférences quand on observe un écran sur lequel elle va se projeter, alors qu'une particule qui est dans un état bien défini, soit l'un, soit l'autre, ne donne lieu à aucune interférence. Et donc il y a un moyen expérimental de véritablement faire la distinction entre un état défini de position et un état superposé. Donc cet état superposé n'est pas une simple entourloupe de mathématiciens qui écrivent les choses de manière un peu amusante, c'est véritablement au fond même du formalisme que ça intervient et ça a des conséquences expérimentales extrêmement importantes. Ce n'est pas l'objet de l'exposé d'aujourd'hui parce que ça nécessiterait un plus long développement pour que j'arrive à vous convaincre de cela, pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique quantique, mais je vous demande de me faire confiance. Évidemment, on pourrait passer des heures à parler de ça, et ce n'est pas le but de l'exposé d'aujourd'hui. Mais croyez-moi sur parole, un état superposé n'est pas la même chose que simplement dire c'est soit l'un soit l'autre. C'est beaucoup plus subtil que ça. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça en liaison avec le hasard? Eh bien tout simplement parce que ce que nous dit le principe de réduction du paquet d'ondes, c'est que si on a
un système qui est dans un état superposé de ce type-là, donc comme je l'ai dit, on peut observer la particule soit en x1, soit en x2, eh bien avec une égale probabilité, c'est que en fait, la seule manière qu'on ait de prédire ce qui va se passer lors d'une mesure est une manière probabiliste. Donc quand j'ai un état où le coefficient de x1 et le coefficient de x2 sont égaux tous les deux, eh bien la probabilité d'observer soit en x1, soit en x2 est la même, c'est 1/2. Et cette probabilité n'est pas due au fait qu'on ne connaît pas bien l'état initial, ou qu'il est connu imparfaitement parce qu'il n'est pas précis. L'état 1 sur racine de 2x1 plus x2 est un état parfaitement clair et on ne peut pas aller au-delà de la définition de cet état. Donc on le connaît très bien. Ce n'est pas un problème de capacité de calcul, parce qu'on n'a aucun moyen de calculer ce que ça va donner. C'est simplement le fait que lorsqu'on va faire une mesure, on va tantôt obtenir x1, et sur un système identique, une autre fois, ça sera x2, avec une probabilité 1/2, et que nous n'avons strictement aucun moyen, essentiellement, de faire une prédiction plus précise que cela. Et c'est ça qui a fait dire que la mécanique quantique était une théorie où un indéterminisme essentiel jouait, parce qu'elle contient dans son formalisme même un élément qui dit on ne peut pas aller plus loin. Ce n'est pas une incapacité à calculer, ce n'est pas une méconnaissance ou une approximation. La nature elle-même ne sait pas ce qu'elle va faire l'instant d'après. La nature tire au sort. Et c'est en ce sens-là qu'on appelle ça un déterminisme essentiel. Alors, bien évidemment, ce hasard intrinsèque, comme on le dit, qui est dû, contrairement à ce que j'avais expliqué tout à l'heure pour la mécanique classique, qui est dû ni à une ignorance, ni à une incapacité de calcul, mais au fait que la nature elle-même décide au hasard de ce qu'elle va faire, n'a pas plu à tout le monde. Et il y a un grand nombre de physiciens au départ de la mécanique quantique qui se sont opposés à cela et qui ont dit en réalité la mécanique quantique marche très bien, ça personne ne l'a remise en cause, n'a jamais remise en cause, mais la raison pour laquelle il y a cet indéterminisme, c'est tout simplement dû au fait que la mécanique quantique est incomplète. En fait, la mécanique quantique telle qu'elle est effectivement donne une description indéterministe, mais si on allait plus loin, on devrait être capable de trouver des éléments complémentaires qui nous permettraient de faire un calcul qui donnerait le résultat. Et ça, c'est la position qu'a défendue Einstein. Alors, on connaît sa fameuse phrase que j'ai évoquée tout à l'heure, « Dieu ne joue pas au dé », parce que ça ne lui plaisait pas du tout de penser que la nature était essentiellement indéterministe. Ce à quoi Bohr, qui lui défendait la position inverse, lui avait répondu « Mais tu es qui, toi, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Il y avait véritablement un débat d'opposition d'idées très fort là-dessus. Et des physiciens, donc Einstein, je viens d'en parler, mais De Broglie aussi, ont essayé dès le début de créer des théories alternatives. Alors, ce que j'appelle théories alternatives, c'est des théories qui donnent les mêmes résultats expérimentaux qu'on observe que la mécanique quantique, parce qu'elle est vérifiée dans tous les cas, mais qui vont peut-être plus loin avec ce qu'on appelle des variables cachées. Les variables cachées étant des éléments supplémentaires qu'on va rajouter et qui seraient censés nous permettre de faire des calculs nous donnant un vrai résultat. Alors, il y a eu énormément de tentatives dans ce domaine, et la plus connue des théories à variables cachées s'appelle la théorie de Bohm-de Broglie, et elle est essentiellement empiriquement équivalente à la mécanique quantique, c'est-à-dire que quand on fait un calcul expérimental, on trouve évidemment le même résultat, et heureusement, sinon elle aurait été réfutée, mais elle permet de supposer que les positions des particules sont en fait des variables cachées, c'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de superposition, en théorie de Bohm, les positions ne sont pas superposées. Elles sont toujours parfaitement définies. Et ça permet de retrouver, ce qui a disparu en mécanique quantique également, la notion de trajectoire d'une particule. En mécanique quantique, on n'a pas le droit de parler de la trajectoire d'une particule à cause de ces histoires de superposition, alors qu'en théorie de Bohm, on reconstitue la notion de trajectoire d'une particule. Et donc, elle cherche à restaurer un déterminisme en disant « Mais non, la mécanique quantique n'en tient pas compte, mais en réalité, en dessous, il y a bien des positions déterminées et des trajectoires définies. » Et donc, les tenants de la théorie de Bohm disent « On a restauré le déterminisme. » Alors, énormément de débats, d'articles pour discuter de toutes ces choses-là sur lesquelles on n'a pas le temps d'insister. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce déterminisme de la théorie de Bohm est une illusion. Et il est une illusion tout simplement parce qu'un des postulats essentiels de la théorie de Bohm, qui est au début, c'est que la position initiale des particules qu'on va étudier
doit être répartie de manière aléatoire au départ, exactement de la même manière que le décrit la fonction d'onde de la mécanique quantique correspondante. C'est-à-dire que les variables cachées, qui est la position de chaque particule, en réalité nous sont inaccessibles, et que ces positions-là, bien que théoriquement définies, sont totalement hors de portée pour nous. Nous n'avons essentiellement aucun moyen de les connaître. Et sans cette hypothèse-là, la théorie de Bohm ne donne plus les mêmes résultats expérimentaux que la mécanique quantique, et donc elle est réfutée. Donc ce postulat que les partisans de la théorie de Bohm aiment bien un peu mettre de côté, est un argument essentiel pour dire que la théorie de Bohm, en réalité, a un postulat indéterministe à son départ même si ensuite, dans le déroulement des choses, elle semble rétablir un déterminisme plus fort, c'est vrai, que la mécanique quantique. Mais ce déterminisme postérieur repose sur un indéterminisme initial qui finalement détruit tout l'intérêt du sujet, puisqu'on ne peut plus dire qu'on a rétabli le déterminisme. Ça, c'est totalement faux. Alors, on se retrouve finalement au même point qu'avec la mécanique quantique. Alors, il y a des débats toujours ouverts et très animés et très chauds entre les partisans de la théorie de Bohm et les opposants de la théorie de Bohm. On ne va pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, ce que je viens de décrire assez globalement décrit la situation. Alors, en dehors de ces théories à variables cachées, comme il y a toujours beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits par le statut de la mécanique quantique au niveau indéterministe, il y a eu beaucoup de tentatives d'autres théories, mais en réalité, il y en a très peu qui fonctionnent bien, et je ne vais en mentionner qu'une, parce que c'est toujours celle dont on parle à côté de la théorie de Bohm. C'est la théorie qu'on appelle la théorie GRW, nom de ses inventeurs qui sont Girardi, Rimini et Weber, et qui, elle, élimine la question du postulat de réduction du paquet d'ondes. Et là aussi, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais ce postulat a fait couler beaucoup d'encre, et c'est ce qu'on appelle le problème de la mesure en mécanique quantique, qui est un vaste, vaste sujet. Et pour résoudre ce problème-là, que je n'ai même pas expliqué pour le moment, eh bien, ces chercheurs-là ont inventé une théorie dans laquelle, de manière spontanée, les systèmes ou les particules qui sont superposées en position vont se localiser. C'est pour ça que quelquefois on les appelle des théories à collapse spontané ou à localisation spontanée. Donc l'idée de base, elle est assez simple finalement, c'est vous avez une particule dans un état superposé, eh bien avec une certaine probabilité très très faible, cette particule tout d'un coup, par coup de baguette magique, elle va être localisée à un endroit donné. Alors il faut ajuster très finement la probabilité en question pour que du coup on arrive à conserver les effets quantiques de superposition, sinon on se retrouverait dans un monde classique, même au niveau microscopique, et en même temps que ça ne soit pas trop fort pour que les effets reproduisent quand même ce qu'on observe au niveau quantique. Donc il y a ce qu'on appelle du fine-tuning, qui consiste à ajuster finement les paramètres, et il y a plusieurs types de théories de ce genre-là qui ont été faites, mais le résultat est le suivant, c'est qu'au-delà de l'acceptation assez faible de la communauté des physiciens pour ce type de théorie, parce que cette localisation spontanée par un processus qui est complètement ad hoc et qui n'est expliqué par rien paraît assez suspecte quand même, on en revient totalement à une théorie qui est indéterministe, et indéterministe cette fois-ci de la même manière que la physique quantique, c'est-à-dire avec un processus aléatoire au sein même du formalisme. Donc, en dehors de la théorie de Bohm qui cherche à rétablir le déterminisme mais qui n'y arrive pas, les théories qui fonctionnent à peu près, qui n'ont pas le même statut que la mécanique quantique en niveau d'acceptation, mais enfin qui sont, on va dire, sur le marché pour les physiciens, eh bien, sont des théories qui ont un indéterminisme essentiel en elles. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure de ça ? Premier constat, c'est qu'il n'existe aujourd'hui aucune théorie qui est capable de décrire le monde microscopique de manière déterministe, satisfaisante. Ça n'existe pas. Aucun physicien n'a été capable d'en inventer. Est-ce que pour autant, il faut en tirer la conclusion définitive que le monde microscopique, ou les théories que nous avons plutôt sur le monde microscopique, nous montrent que la nature est essentiellement indéterministe ? Non. Parce que ça n'est pas parce qu'aujourd'hui nous n'avons aucune théorie de ce type-là qu'un physicien génial dans 100 ans ne va pas en inventer une. On n'a pas démontré qu'il était impossible de construire une théorie déterministe. On a simplement fait le constat qu'aujourd'hui, tous les gens qui ont essayé ont échoué.
Mais évidemment, il n'y a aucune preuve d'impossibilité, ce qui serait la seule raison de dire définitivement la nature est indéterministe ou est déterministe. Aujourd'hui, c'est un grand point d'interrogation simplement. Et la conclusion qu'on peut en tirer donc, par rapport à ce constat très partagé que je vous donnais au début, c'est que certes la physique classique est apparemment déterministe, mais il faut prendre beaucoup de précautions quand on dit ça, parce que ce déterminisme ne veut pas dire capacité de prédire réellement au niveau concret, et encore moins quand c'est un système qui est soumis aux problèmes de sensibilité aux conditions initiales. Donc déterminisme, oui, mais déterminisme modéré. Quant à la physique quantique, aujourd'hui, il n'y a pas de théorie satisfaisante qui réussisse à mettre en déterminisme, mais pour autant, ça ne veut pas dire que dans 100 ans, quelqu'un, ou 50 ans, j'en sais rien, quelqu'un ne va pas trouver une théorie qui peut-être rétablira un déterminisme. Et donc, ma conclusion sera un point d'interrogation. Aujourd'hui, je crois que toute personne qui serait affirmative sur ces sujets s'engagerait de manière imprudente. Merci. J'aurais juste voulu, si c'est possible, que vous puissiez relier la notion du principe d'incertitude d'Heisenberg avec ce que vous avez dit sur la manière de formaliser la mécanique quantique par rapport à cet effet de situations différentes entre avant la mesure, après la mesure. Comment on peut vulgariser en quelque sorte ce principe d'Heisenberg qui a beaucoup fait aussi, je crois, pour donner cette sensation d'indéterminisme dans la mécanique quantique? Oui, le principe qui porte plusieurs noms, mais on peut dire d'incertitude ou d'Heisenberg, essentiellement donne une limitation sur la précision avec laquelle on peut connaître simultanément deux grandeurs qu'on appelle des grandeurs incompatibles ou des grandeurs conjuguées. Alors, dans le formalisme de la mécanique quantique, ce sont des grandeurs qui sont décrites par des opérateurs qui ne commutent pas entre eux, mais plus simplement, on va en donner des exemples. L'énergie et le temps, ou bien, le spin suivant une direction, le spin suivant une autre direction, ou bien, encore plus simplement, la position et la vitesse d'une particule. Ce que dit le principe d'Heisenberg, c'est que quand vous connaissez par une mesure la position, par exemple, d'une particule, eh bien, cela ne vous permet pas de connaître simultanément la vitesse de cette particule au-delà d'une certaine incertitude qui se calcule avec une équation, avec la constante de Planck qui intervient. Et donc, c'est essentiellement un principe qui limite la précision simultanée qu'on peut avoir sur la connaissance de deux propriétés physiques qui sont incompatibles l'une avec l'autre. Alors, bien évidemment, ça a un lien avec la mesure, puisque ces connaissances de ces grandeurs-là sont obtenues dans une mesure, et ça a été souvent retranscrit en disant, quand on fait une mesure d'une propriété, ça va perturber l'autre propriété. Bon. Ce qui est une manière imagée de présenter les choses, et plus vous allez mesurer avec précision une de ces grandeurs, plus vous serez certain que l'autre grandeur conjuguée correspondante va avoir un élargissement de ses possibilités plus grand. Donc c'est essentiellement lié à cela. Ça n'est pas directement lié au problème du déterminisme. C'est plus lié à l'impossibilité en physique quantique de connaître avec une précision infinie des grandeurs qu'on appelle des grandeurs incompatibles. Oui, tu as cité Einstein à propos de l'incomplétude de la mécanique quantique. Pour moi, elle est incomplète de deux manières. La première est qu'elle ne sait pas faire la séparation entre l'évolution unitaire, Schrödinger, et la mesure, puisqu'on ne sait pas où, on ne sait pas comment est défini l'observateur et la réduction. Et la deuxième, c'est qu'elle ne prend pas en compte la gravitation, alors que forcément, un système quantique a une certaine manière de gravité, d'exercer une interaction gravitationnelle qu'on ne connaît pas. On ne sait pas du tout comment, par exemple, un système dans un état superposé gravite, exerce une attraction gravitationnelle. Or, il y a la proposition de Penrose d'inclure d'une certaine manière la gravitation dans la physique quantique un peu à la manière GRW, dont on peut penser qu'elle pourrait résoudre ces deux problèmes que je viens de mentionner, mais aussi le problème de l'apparente
de l'apparent indéterminisme, puisque dans la version proposée par Penrose, en gros, lorsque une réduction se produit, elle se produit dans la direction qui finalement minimise l'interaction gravitationnelle dans un certain sens que Penrose essaye de définir. Donc je voulais te demander si tu pensais que cette piste a un avenir et si tu étais d'accord avec l'idée qu'elle pourrait résoudre ces questions d'indéterminisme. Bon, alors, tu sais très bien en posant cette question que la réponse est difficile, parce que personne n'en sait rien en fait. Bon, je vais donner une réponse prudente, et qui en plus n'engage que moi là-dessus. Moi, je suis assez sceptique sur cette proposition de Penrose, qui a été d'ailleurs analysée par beaucoup de gens, et qui n'est pas récente, hein, qui date déjà d'il y a quelques années, et qui a été assez sévèrement critiquée, avec des tas de gens qui ont fait des calculs précis et qui semblent dire que ça ne marche pas du tout. Bon, je ne suis pas au fait des tout derniers papiers là-dessus, ce n'est pas quelque chose que j'ai suivi très près, mais ce que j'ai retiré de ce que j'avais regardé, c'est que cette proposition ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire, encore une fois, je suis prudent, tant qu'on n'a pas prouvé que quelque chose est définitivement impossible, il ne faut pas dire c'est impossible. Maintenant, on peut avoir des indices pour y croire plus ou moins. Et moi, cette idée de Penrose, non seulement ce que j'ai lu des gens qui l'avaient regardé de près ne m'incite pas à y accorder beaucoup d'importance, mais c'est même plus profond que ça. C'est que sur le fond, elle ne me semble pas motivée. Tu as dit Einstein trouvait que la mécanique quantique était incomplète, mais etc. Et notamment, elle ne permet pas de traiter la gravité. C'est vrai, mais quand Einstein, en 1925, parlait d'incomplétude de la mécanique quantique, il ne pensait pas à la gravité. Et à l'époque, on était loin d'imaginer, bien loin d'imaginer que 100 ans plus tard, on n'aurait toujours pas réussi à faire une unification de la relativité générale et de la mécanique quantique. On ne sait toujours pas le faire aujourd'hui, mais à l'époque d'Einstein, en 1925, la relativité générale existait depuis 10 ans, mais on ne s'était pas posé la question. Bon. C'est la gravitation en elle-même, bien sûr. Ouais. Mais il faudra y arriver, j'espère qu'on va y arriver, mais c'est vrai que malgré toutes les tentatives extrêmement multiples et complexes qui ont été mises en œuvre, il n'y a rien de satisfaisant aujourd'hui. Maintenant, pourquoi je suis sceptique, au-delà des travaux qui ont été faits sur cette proposition de Penrose et qui arrivent, semble-t-il, à des conclusions assez négatives, je suis sceptique parce qu'il me semble que c'est mélanger les échelles de grandeur. La gravité, on le sait bien, au niveau des particules élémentaires, elle est à 10-40 d'ordre de grandeur par rapport aux interactions de ce niveau-là. Et donc, je suis extrêmement sceptique sur le fait qu'elle puisse résoudre le problème de la mesure, parce qu'elle va jouer un rôle qui va, à mon avis, être négligeable. Et on sait bien qu'en physique, on a l'habitude de traiter les sujets par ordre de grandeur et de négliger ce qui est totalement en dessous de l'ordre de grandeur où on se situe. Mais même la gravité d'un système macroscopique par rapport aux forces fortes, par exemple, ou aux forces même faibles, elle est négligeable. Même quand tu prends un système macroscopique, en intensité, la gravitation d'un système macroscopique sur une particule par rapport à l'intensité des forces nucléaires est négligeable. Donc, enfin, voilà, encore une fois, je ne dirais pas ça ne marchera pas, etc. Je dis, moi, je suis relativement sceptique là-dessus. Ouais. Merci. C'est l'heure de la synthèse. Donc, vous nous avez proposé la physique quantique explique-t-elle le hasard? Alors, je vais reprendre la dualité un peu schématique que vous avez présentée au départ entre monde classique et monde quantique. Monde classique, donc, qui est défini par la physique classique, qui est considérée, dans cette vision un peu caricaturale, comme déterministe. Donc c'est la vision dont on a déjà parlé ce matin, la vision laplacienne, donc, où les systèmes sont décrits par des lois physiques et des conditions initiales, lois physiques qui sont les lois de Newton, en l'occurrence, parfaitement déterministes. Et puis de l'autre côté, on a la physique quantique qui, elle, est considérée comme un monde indéterministe, donc dans l'interprétation, encore une fois, standard. Et là, cette fois-ci, l'observation d'un système peut donner un résultat aléatoire, contrairement à la physique classique où le système
dynamique ne peut évoluer que dans une seule direction. Là, en physique quantique, il peut évoluer dans plusieurs directions, si l'on veut. Et au moment où on va faire une mesure, eh bien, le système va devoir choisir l'une des possibilités de direction qu'il emprunte. Et donc, c'est ce choix qui donne ce caractère si particulier à la physique quantique. Bon, mais cette vision est un peu trop caricaturale, comme vous l'avez dit. Et en fait, ce n'est pas si simple. D'abord, en physique classique, bon, vous avez soulevé le problème, en fait, le problème de ce qu'on appelle des 3 corps et des systèmes plus complexes à n corps. En fait, on se rend compte que dès qu'on a plus de 2 corps, eh bien, d'une part, les calculs mathématiques pour tenter d'établir les équations du mouvement de séquence sont extrêmement délicats. Et puis, on a aussi un problème de calcul, puisqu'il faut une puissance informatique d'autant plus grande que le nombre de corps qu'on considère dans le système est grand. Et donc, plus le système est complexe, plus, évidemment, il est difficile de prédire la façon dont il va se comporter. Et la situation est encore pire, puisque si l'on change, c'est ce qu'on disait un peu avec Alain Aspect tout à l'heure aussi dans sa conférence, si l'on change un tout petit peu les conditions initiales, même d'un système classique, eh bien, on peut se retrouver avec des comportements totalement différents. Et vous avez rappelé l'exemple du système solaire, qui pourtant, si on se limite aux planètes, ne contient pas énormément de corps. Et pourtant, sur des grandes durées, on ne peut pas prédire ce que va devenir le système solaire. Donc, il faut bien distinguer, ce que l'on faisait aussi avec Étienne Klein ce matin, déterminisme et prédictibilité. Et puis du côté de la mécanique quantique, en fait, il y a un paradoxe tout de suite, dès la première slide où vous parliez de mécanique quantique qui apparaissait, c'est le fait que en fait, cette théorie n'a jamais été mise en défaut depuis maintenant plus d'1 siècle, et pourtant on dit qu'elle est indéterministe, ce qui est quand même assez surprenant. Et tout ça s'explique, vous avez tenté en tout cas de l'expliquer, de la façon suivante, en rappelant que l'un des principes fondamentaux de la mécanique quantique, c'est le principe de superposition. Donc, si un système peut se trouver dans un état A ou un état B, il peut également, ce système, se trouver dans l'état A plus B. Et en fait, ce plus, ce n'est pas un OU, c'est un et. Le système peut se trouver dans l'état A et B. Et ça fait une différence fondamentale, comme vous l'avez noté. Alors, ce système, superposé, décrit par une fonction d'onde, évolue grâce à l'équation de Schrödinger, et cette évolution est parfaitement déterministe. On connaît l'évolution des probabilités de trouver le système dans tel ou tel état au cours du temps. Mais lorsqu'on fait une mesure, il y a un autre principe qui décrit ce qui se passe, c'est la réduction du paquet d'ondes. On va obtenir un seul résultat. Et alors c'est un principe qui est d'autant plus compliqué, comme le rappelait Marc Lachaiseray, que le statut de l'observateur pose problème. Mais disons pour simplifier que la nature, le système a le choix entre différents résultats de mesure, et ça lui confère une certaine liberté qui n'existe pas en physique classique. Donc c'est très contre-intuitif, je dirais même c'est provocateur pour la pensée. Et évidemment, ça a fait l'objet de multiples contestations, notamment par Einstein, qui a évoqué l'idée que la mécanique quantique pourrait être incomplète. Et donc ça a donné lieu, après Einstein, à de nombreuses interprétations dans lesquelles on cherche à rétablir une forme de déterminisme, pas un déterminisme total, mais une forme de déterminisme dans la mécanique quantique. Donc c'est notamment les théories à variables cachées de Bohm, sachant que ces théories ont eu un peu de difficultés face à l'expérience, notamment les expériences d'Alain Aspect, qui ont remis en cause l'existence de variables cachées, du moins locales. Voilà, donc je vous renvoie également, pour ceux qui nous regardent aussi sur YouTube en replay, à la conférence d'Alain Aspect qui parle de ça. Et donc en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que la physique classique, certes, est déterministe, mais elle ne permet pas toujours de prévoir parfaitement l'évolution des systèmes, donc on ne peut pas toujours prédire ce que sera un système s'il est trop complexe dans le futur. Et en physique quantique, certes, elle est indéterministe, mais il y a diverses interprétations sur le statut du hasard dans cette théorie. Et puis, comme le rappelait également Marc Lachaiseray, qui nous dit qu'il n'y aura pas une nouvelle théorie qui dépassera la mécanique quantique, puisque, comme il le soulevait, il y a le problème de la gravitation qui n'est pas décrite par la mécanique quantique, et donc cela appelle évidemment à d'autres développements.